Si on reprend les choses de manière contextuelle d'un point de vue historique, la République naît en partie aussi avec la lutte contre l'antisémitisme. La Première République émancipe les Juifs très rapidement. C'est un des enjeux, un des marqueurs d'un point de vue historique de l'histoire républicaine française, c'est cette lutte contre l'antisémitisme. Et c'est pour cela que l'on attend le président de la République, qui est du coup l'héritier de cette doctrine-là républicaine qui a 2 siècles, qu'on attend le président de la République sur des questions liées à l'antisémitisme. Or, aujourd'hui, le président de la République, ce qui lui est reproché, c'est d'associer la question de ne pas aller à la marche antisémite de la lutte contre l'antisémitisme sur des motifs géopolitiques extérieurs. Exactement. Le sujet de l'antisémitisme, il faut le prendre comme un sujet, même s'il est importé, intérieur. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on avait travaillé sur un rapport aujourd'hui. Qu'est-ce que l'antisémitisme au XXIe siècle par rapport à ce qu'il a été au XXe siècle? Et quand on regarde les statistiques, notamment du ministère de l'Intérieur, qui sont éclairantes là-dessus, depuis 2023, donc depuis le 7 octobre 2023, on a une augmentation, une explosion des actes antisémites, plus 300% par an, et surtout une corrélation directe avec les événements liés au Proche-Orient. Mais la question qui est à poser, c'est pas l'importation du conflit ou non, c'est qui sont les antisémites. Et là-dessus, au XXIe siècle, il y a déjà eu des alertes qui ont été faites. Georges Bensoussan, en 2002, écrit le livre « Les territoires peuplés de la République », exactement, et qui démontre qu'il y avait un antisémitisme très important sous couvert d'antisionisme ou sous couvert culturel qui était dans certains quartiers. Il prend l'exemple notamment de Sarcelles. Il le dit clairement, depuis une quarantaine d'années, une partie qui interroge. En fait, il y a 2 points. Il y a l'imaginaire auquel ça renvoie et puis la réalité des faits. Mais sur l'imaginaire, en effet, on est, comme vous l'avez dit, dans quelque chose. Alors, les années 30, j'ai toujours du mal à convoquer ce type de référence parce que c'est tellement grave que c'est pour ça qu'il est important de l'évoquer, parce que beaucoup finalement font cette comparaison aujourd'hui. Cela fait penser aux années 30. Et surtout, c'est qu'on a des gens qui critiquent Israël en reprenant les codes des années 30, justement, en disant que Israël se comporte parfois même comme le régime nazi. C'est ce qu'on voit de plus en plus sur certains réseaux sociaux. C'est ce que certains, même politiques, tendent à admettre, que le sionisme est finalement un nazisme du XXIe siècle. Et effectivement, ou même par exemple, si on reprend l'affiche, je pense à l'affiche de la France Insoumise sur Cyril Hanouna, qui reprend tous les codes d'une affiche nazie. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la critique d'Israël effectivement, reprend une partie des codes, pas tous, de certains mouvements antisémites des années 30. Allez, je vous propose que nous fassions une très courte vue générale et par l'ultra-gauche d'un point de vue plus général. Nous, je pense que le sujet, en fait, c'est comment aujourd'hui on enraye cette question des émeutiers d'ultra-gauche. Je pense qu'une mesure forte, qui peut être attendue par une grande partie des Français, c'est de les déclarer comme étant une organisation terroristes. Parce qu'en fait, ils utilisent aujourd'hui tout le logiciel de la terreur et de la peur auprès des riverains, auprès effectivement de personnes qui organisent des festivals, qui organisent des événements, qui organisent des choses qui doivent se passer paisiblement. Eux utilisent la terreur et la peur sur le même mode opératoire finalement que le terrorisme pour justement faire passer des messages qui sont des messages politique. Utiliser la terreur à des fins politiques, c'est du terrorisme. Et c'est pour cela qu'il faut doter les pouvoirs publics de moyens supplémentaires et de moyens administratifs supplémentaires pour faire face à ce type d'organisation lorsqu'elles sont constituées. Et ensuite, après, effectivement, la question, c'est que les Black Blocs sont un mode opératoire, une méthode d'action, mais ça permettra quand même d'envoyer un signal qui, je pense, sera positivement reçu dans l'opinion publique, qui est qu'aujourd'hui, la République ne vacillera plus face à ceux qui viennent foutre le désordre. Mais je vais vous dire quel est le problème. Éléonore Carrois, on se souvient, Gérald Darmanin, après, puisque ce sont les mêmes individus qui étaient à Notre-Dame-des-Landes, qui étaient aux émeutes lors des méga-bassines, de cette lutte, on l'espère tous bien évidemment, mais c'est un chantier gigantesque avec des narcotrafiquants de plus en plus puissants, il faut bien le comprendre. Oui, tout à fait. Ce qui est à comprendre sur le narcotrafic en France, c'est qu'aujourd'hui, à l'exception des drogues de synthèse, la consommation de drogue qui est énorme en France, on est le pays le plus haut consommateur de cannabis, notamment plus de 5 millions de consommateurs réguliers, et de cocaïne, maintenant 1 million de Français consomment de la cocaïne régulièrement, c'est-à-dire régulièrement, c'est au sens une fois dans le mois au moins. Cette consommation-là est importée en règle générale. Il y a 3 voies d'accès, une voie par les Balkans, notamment pour tout ce qui est opium, etc. La voie cannabis, surtout du Maroc en passant par l'Espagne et le sud de la France. Et puis il y a cette route qui est la plus importante sur le trafic de cocaïne qui passe par les Antilles, notamment Martinique, Guyane,
puisque la production de cocaïne est surtout faite dans les pays d'Amérique latine, Venezuela, Colombie notamment. Et l'un des enjeux pour la France, comme l'ensemble des pays européens, mais même du monde occidental, c'est de protéger les frontières d'abord des pays du Nord, parce que ce sont les pays du Nord qui consomment, et les pays du Sud, en tout cas en Amérique latine, qui produisent. Et surtout, ensuite, après, il faut aller d'autant plus loin, et c'est là où Bruno Retailleau atteint les limites de son périmètre ministériel, qui est le périmètre donc, du ministère de l'Intérieur. Donc il a raison d'aller sur la saisie, donc de mettre plus de moyens technologiques, de faire de la saisie de drogue dans les Outre-mer. Gérald Darmanin aussi s'est engagé à construire une prison sécurisée aussi en Guyane, dans cette logique de lutte contre le narcotrafic. Mais il faudra mettre aussi sur la table et échanger avec les pays aussi, les autres pays du monde occidental, le Royaume-Uni, les États-Unis qui sont confrontés aux mêmes problématiques. Et je pense qu'un des enjeux, ça va être de se mettre d'accord pour coopérer comme ce qu'avait fait Ronald Reagan avec la Colombie, etc., d'un point de vue militaire. Et deux, si les pays producteurs de drogue, de cannabis ou cocaïne ne coopèrent pas avec les pays du Nord dans leur lutte contre la production de drogue chez eux, il faudra mettre en place des sanctions coercitives. Je pense à des sanctions commerciales. Donald Trump a commencé à le faire avec le Mexique parce que c'est un vrai sujet, mais je pense qu'il va falloir se poser cette question-là. Il y a ce volet diplomatique aussi qu'il faut actionner, il est impératif. Éléonore Carrois, c'est vrai qu'on entend assez peu parler. En tout cas, il n'y a pas de mesure dans ce sens pour le moment. Il va falloir y arriver. Le comprennent bien, Mathieu Hoc. Oui, tout à fait, parce que lorsque la région et la mairie aussi, je crois, de Saint-Cloud retirent leurs subventions publiques, il faut compléter du coup le financement de l'événement. Et effectivement, il s'avérerait que, je mets du conditionnel parce que je n'ai pas l'information exacte, mais il me semble que ça avait été dit sur Entre Antennes, que Mathieu Pigasse avait rallongé justement la subvention du coup privée à cet événement. Le point qui est quand même à noter, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à un deux poids, deux mesures d'un point de vue d'une grande partie de la gauche qui considère qu'il faut que les personnalités, les financiers, les mécènes financiers de droite ne touchent à aucun média, ne touchent à aucune association politique. Ils font des articles à tout bout de champ sur M. Stérin, sur M. Bolloré, etc., en expliquant que ces gens-là n'ont pas leur place dans le financement de la culture, dans le financement de l'audiovisuel, dans le financement d'autres industries, et que pour autant, ils jugent très légitime que des mécènes privés de gauche se permettent de faire de même. Et il se définit comme progressiste ouvert sur le monde. Ça veut dire que progressiste ouvert sur le monde, c'est soutenir un groupe de musique qui soutient des terroristes du Hezbollah. C'est ça le progressisme porté aujourd'hui par la gauche. Mais parce que c'est l'intersectionnalité ils vont vous expliquer que c'est l'intersectionnalité des luttes et qu'on ne peut pas être méchant si on est notamment pour la Palestine, etc. Même si on peut soutenir des mouvements qui sont des mouvements terroristes, là encore décorrélés de la question palestinienne. Et c'est ça aujourd'hui le véritable problème, c'est qu'on a un deux poids deux mesures dans l'industrie culturelle. Et ensuite après le dernier sujet, c'est la prise en otage d'une partie de la politique culturelle par des gens de gauche qui utilisent l'argent public. Ça, c'est bien sûr, mais c'est le cas puisque je le disais. Effectivement, aujourd'hui au Royaume-Uni, mais comme dans les pays de l'Union européenne, le droit d'asile est devenu un droit d'exil. C'est-à-dire que les jurisprudences qui justement organisent la notion de droit d'asile et le périmètre de personnes que ça recouvre ont étendu de manière déraisonnable l'accès à la filière asile dans tous les pays européens et au Royaume-Uni également. Donc, par exemple, le droit d'asile, pour le schématiser, au XIXe siècle, c'est Victor Hugo qui fuit Napoléon III au Royaume-Uni. Or, aujourd'hui, maintenant, ce sont les Gazaouis. Ce sont les Afghans, les femmes afghanes par exemple, etc., etc. Donc on a élargi de manière déraisonnable le périmètre du droit d'asile. Ensuite, après, ceci étant dit, à partir du moment où la plupart des demandeurs d'asile, c'est un peu moins vrai au Royaume-Uni, mais c'est surtout vrai en France, sont déboutés du droit d'asile, il y a 35% au Royaume-Uni et 65% en France. La question, c'est comment aujourd'hui vous traitez en amont et en aval la question des demandeurs d'asile. Et c'est pour cela aujourd'hui que les élus locaux sont en colère. C'est pour cela aussi que les Britanniques sont en colère. C'est parce qu'ils ont fait le Brexit en 2015-2016 avec l'idée qu'ils allaient reprendre le contrôle sur leur destin, reprendre le contrôle sur la politique migratoire. Il y avait un sondage post-Brexit qui disait un Britannique sur deux a voté pour le Brexit pour que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, pardon, puisse contrôler ses frontières et sa politique migratoire. On voit bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas puisque les chiffres de l'immigration atteignent des records au Royaume-Uni. Ceci étant dit, le sujet qui est apporté aujourd'hui pour le Royaume-Uni, c'est que
le prédécesseur de M. Starmer avait fait la loi Rwanda, on se souvient, c'est-à-dire un accord avec le Rwanda pour que justement les demandes d'asile soient traitées là-bas ou que pour que les déboutés de droit d'asile soient renvoyés et expulsés vers le Rwanda, le gouvernement travailliste a mis un stop à cette proposition-là, alors que c'était en disant, en gros, expulser un migrant qui demande l'asile au Royaume-Uni vers le Rwanda, ça coûte plus cher. Nous, on avait fait les calculs. Ouais. Une expulsion vers un pays tiers, c'est à peu près entre 15 et 20 000 euros ou livres, en l'occurrence. Alors, euros, nous, on travaille en euros. En revanche, le coût d'un demandeur d'asile au Royaume-Uni, c'est, quand on fait les calculs, c'est 35 000 euros uniquement pour l'hébergement, donc les hôtels, mais c'est également la santé, c'est également l'insécurité. Et ça peut monter à 100 000 euros par migrant aujourd'hui. Est-ce que le contribuable britannique comme français, parce que c'est le même sujet, a envie de payer autant d'argent pour des gens qui ne respectent pas les lois fondamentales la réflexion sur s'interroger sur son efficacité. Oui, non, mais les propriétaires sont systématiquement conspués ou soupçonnés d'être riches, comme si tous les propriétaires de France étaient des gens qui quasiment vivaient dans l'opulence. Et c'est ça aujourd'hui le véritable problème. Et moi, quand je regardais le reportage, je suis sidéré. Je pense que beaucoup de Français sont sidérés. Et on considère de plus en plus que notre pays marche sur la tête, où on a aujourd'hui un système administratif qui pense davantage aux droits des squatteurs plutôt qu'aux droits des propriétaires. On a l'impression aussi, sur certains autres sujets d'incivilité, d'insécurité, qu'on pense davantage aux droits des délinquants plutôt qu'aux droits des propriétaires ou des riverains. La liberté individuelle avant la protection de la société. Et ça, je trouve que c'est une véritable inversion des valeurs. On marche sur la tête et quand on a aujourd'hui des conseils municipaux, quand on a aujourd'hui l'État parfois central qui subventionne des associations effectivement souvent d'extrême gauche qui sont pro-squat, qui donc utilisent l'argent public pour entraver la vie de propriétaires, voire parfois pour entraver même l'action de l'État dans le cas de la politique migratoire. Naïma l'a dit tout à l'heure très justement. On se dit, mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce pays où on marche sur la tête ? Vous parliez de l'action de l'État. Il y a eu cette loi anti-squat, Magali Vicente, c'était en 2023, mais on voit qu'elle est inefficace. Elle prévoit de tripler les sanctions encourues